Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Vision. Numériser pour simplifier, réformer pour gagner en crédibilité, mobiliser les compétences pour mieux préparer l'avenir. Trois décisions majeures issues du dernier Conseil des ministres sont au cœur de notre édition ce soir. Plateforme nationale des services publics numériques, retrait de l'Algérie de la liste grise du GAFI et création du Conseil scientifique de la diaspora. Quels enjeux, quels impacts et quelles perspectives pour notre pays? Ce sont les questions que nous allons essayer de voir ce soir avec nos invités. Et nous aurons le plaisir d'accueillir M. Idir Sassi, expert en finance et numérique, et Mohamed Achir, notre consultant. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Je commence par vous, M. Idir Sassi, en termes très simples. Et avant tout, qu'est-ce que la plateforme nationale des services publics numériques, puisque ce sera le premier axe que nous aborderons ce soir. Alors mon expérience et mon expertise, elle est plutôt dans le domaine financier et bancaire par rapport à tout ce qui est fintech et système d'information, juste pour préciser, parce que le sujet est très large. D'accord. Alors cette plateforme, selon les objectifs de l'Algérie depuis quelques années, et puis selon les modèles qu'on peut regarder, et puis il y a eu à un moment donné la publication et la vulgarisation du plan adopté par la haute autorité, donc dans lequel je crois que ça date d'un peu plus d'une année, dans lequel on voyait la trajectoire dans laquelle on voulait partir. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le portail. Donc, c'est une infrastructure d'abord technique, d'accord. Donc, il y a un support technique. Le support technique se compose de capacités nouvelles, d'un investissement, on parle du data center par exemple, ou bien de capacités existantes et qui ont été mises en commun, qui vont être mises en commun en tout cas, mais c'est des capacités intrinsèques à des institutions et des entreprises qui existent déjà. Donc cette infrastructure technique a fait en sorte de pouvoir envisager la dématérialisation ou bien la numérisation de beaucoup de sujets liés à la vie administrative et publique. Et dans ce sens, donc, il y a eu un inventaire par rapport à des secteurs. Donc on parle au niveau des ministères. Donc chaque ministère avait une feuille de route, avait identifié un processus, avait identifié un risque, une simplification, un gain de temps, etc., dans lequel on envisageait donc d'introduire des moyens informatiques, donc techniques, que ce soit la numérisation ou bien la dématérialisation. Suivant cette démarche, donc je pense que nous avons maintenant, on va aboutir presque à la couverture de la majorité des secteurs qui sont présents au niveau du gouvernement, les finances, l'agriculture, etc., donc qui vont offrir un portail. Alors le citoyen va avoir affaire à un portail parce que c'est le ministère de l'Intérieur, par exemple, les collectivités locales, parce que c'est la vie du citoyen, mais ça peut être aussi demain la sécurité sociale, ça peut être qui a été dématérialisé en partie, mais il va y avoir une convergence donc progressive pour avoir une plateforme complète et intégrée. Donc ça c'est l'objectif ultime. Vous avez un numéro et votre vie, entre guillemets, justice intérieure, santé, travail, etc., et droits, etc., seront regroupés, accessibles, dans un objectif, bien sûr, de facilitation, de transparence et d'efficacité. Très bien. Alors, vous le dites, M. Idir Sassi, on sent cette accélération de la numérisation, notamment de l'administration. C'est une urgence, Mohamed Achir. On n'a plus le droit de perdre un peu plus de temps. Oui. Et d'ailleurs, maintenant, plusieurs conseils des ministres, c'est-à-dire... Mais c'est une question qui revient lors de du Conseil des ministres qui ont abordé cette question. Il y a même un commissariat dédié à la numérisation et plusieurs institutions, organismes aussi ont été mobilisés, engagés pour
relever ce défi de la numérisation et de la plateformisation en quelque sorte de l'économie, parce que maintenant toutes les économies des pays développés marchent avec des plateformes, ce qu'on appelle la plateformisation. On parle même d'un capitalisme de plateforme aujourd'hui, et le capitalisme cognitif, c'est-à-dire qui est lié à un certain marché de la donnée. Maintenant, c'est tout un marché. Donc, mais cette donnée-là, ou bien la donnée en tant qu'objet marchand, donc bien marchand aujourd'hui, donc pose des défis aussi en matière de sécurité, en matière juridique. Donc c'est pour cette raison que peut-être que ce retard enregistré dans le lancement de la plateforme a été conditionné par la mise en place d'un encadrement juridique. Il fallait se donner toutes les chances de Exactement, parce que c'est pas une chose qui est facile. Donc il fallait encadrer, sécuriser, réglementer, mais aussi protéger les données. Il y a eu des lois récemment même qui cadrent avec cet objectif justement de construction à la fois donc d'un encadrement juridique et réglementaire, mais aussi la construction de l'infrastructure nécessaire, parce qu'il faut aussi de l'infrastructure nécessaire, les data centers, etc., la formation en parallèle. Donc c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui on s'approche du lancement de cette plateforme ou bien de ce portail des services publics, parce que il se veut comme une plateforme interopérable. Parce qu'à un certain moment, il y a eu des initiatives, disons, sectorielles. Plusieurs ministères ont mis en place des applications ou bien des plateformes, etc., des solutions numériques, etc. Il y a eu le ministère de l'Intérieur, le ministère effectivement de la Sécurité sociale, de travail. Donc il y a eu après, plusieurs ministères aussi ont mis en place plusieurs applications, mais l'enjeu se situe maintenant au niveau de cette interopérabilité. Comment faire c'est-à-dire de toutes ces plateformes, une seule plateforme qui va regrouper tous les services et surtout les services publics. Et donc, du point de vue d'abord technique, c'est cette interopérabilité qui est visée. Maintenant, du point de vue politique et économique, etc., bien entendu, c'est la débureaucratisation, c'est faciliter la vie aux citoyens, etc. Oui. Alors, M. Idi El-Sassi, très concrètement pour le citoyen qui nous regarde, qu'est-ce que le citoyen pourra faire à travers cette plateforme sans avoir à se déplacer? Très, très simple. Le plus important, c'est d'abord... On pense directement aux documents administratifs. Les documents administratifs. Il n'y a pas que ça, parce que, comme disait M. Achir, c'est l'interopérabilité. C'est-à-dire que une fois que vous avez un dossier à l'intérieur du portail, il n'est pas utile de dupliquer à chaque fois le même dossier. Vous avez un registre de commerce, il va pointer automatiquement partout, donc ce n'est pas la peine de revenir. Vous avez des déclarations de revenus, vous avez donc tout cela. Je pense que ça va se faire bien sûr par étapes. Après, il y a certaines normes peut-être, donc au niveau donc des données, qu'il faudrait peut-être veiller à ce qu'on crée quand même des murs. Il ne faut pas que ça soit ouvert complètement, parce que ça pourrait créer certaines peut-être inégalités, comme l'accès au crédit, ce genre de choses. Parce que demain, si vos données de santé seront accessibles à une entité donnée de crédit ou je ne sais pas, ou bien de marketing ou ce genre de choses, ça peut quand même avoir un effet inverse. Donc, c'est une plateforme publique donc, qui va gérer la vie du citoyen. Il aura donc toutes ces données. Ça va beaucoup faciliter. Ça va faire en sorte que celui qui a un droit, il l'aura. On parlera de retraite, on parlera de beaucoup de choses. Mais je pense que pour la mise en place, il faudrait peut-être prendre des expériences précédentes de certains secteurs qui ont réussi en Algérie, comme la sécurité sociale par exemple. La carte Chifa, qui maintenant est utilisée heureusement par beaucoup de malades chroniques essentiellement, elle a réussi parce qu'il y a eu comme une chaîne qui a permis de vulgariser l'accès à ce service. C'est les prescripteurs, en fait. C'est le pharmacien réellement qui s'occupe quelque part
de l'assujetti, etc. Donc Ouais. ça a créé une adhésion plus rapide et plus sûre sur cette plateforme. On pourrait imaginer la même chose dans d'autres domaines pour que l'accès soit plus facile. Aujourd'hui, il faut pour une carte grise automobile, nous savons tous qu'il faut dorénavant avoir le macaron sur la carte grise. La façon de lancer cette opération, il faudrait peut-être penser à le faire sur 2 ans. Ça veut dire vous avez le macaron, une fois il y a eu un changement de propriétaire. Ça veut dire ça se fera, les 2 systèmes vont vivre ensemble pendant une certaine donnée. Pourquoi il faudrait envisager de faire ça? Sinon, Là, vous vous allez... parlez plutôt du QR code. Hein. Du QR code. Ouais. Pourquoi il faudrait envisager ce genre de déploiement où les 2 systèmes vont survivre pendant une certaine période? Sinon, vous allez avoir le rush. Vous allez avoir des citoyens courir avec des papiers pour avoir un QR code et créer donc beaucoup d'embarras pour les employés et pour les intérêts du citoyen. La même question s'est posée au niveau des finances, par exemple. Vous voulez, par exemple, que la télédéclaration soit généralisée, ce qui est très bien, mais si vous donnez la même date à 20 millions d'assujettis, vous allez avoir un shutdown dans la semaine. Donc, il faudrait aussi adapter ce genre de déploiement. Donc, la phase, maintenant, j'imagine que le lancement officiel se fera juste après la finalisation de la plateforme technique, donc le data center. Mais la phase déploiement, il en va de la crédibilité, de la continuité de l'adhésion des citoyens dans cette phase. Il faut envisager de faire vivre les 2 systèmes et de faciliter l'accès des citoyens à ces nouveaux services. Très bien. On s'achemine, disons-le, vers la fin de la bureaucratie traditionnelle, du moins, Mohamed Achir, cette bureaucratie qu'on a toujours pointée du doigt et qui était derrière pas mal de freins pour le citoyen ou pour les entreprises. Oui, je pense que les pouvoirs publics sont déterminés par rapport à cette débureaucratisation, mais qui passe inévitablement par la dématérialisation de services publics. Donc cette dématérialisation maintenant, elle se fait progressivement à travers l'utilisation de ces plateformes et cet effort considérable quand même en matière d'infrastructures numériques. Parce qu'on ne doit pas oublier quand même l'essentiel. Il faut d'abord doter le pays d'infrastructures numériques nécessaires. On voit quand même des investissements assez importants de la part de l'État en matière de fibre optique, par exemple, parce qu'il faut de l'Internet pour faire fonctionner toutes ces plateformes et tous ces outils numériques. Donc il y a des investissements très très importants. Je pense qu'on a plus de 55 millions d'Algériens maintenant qui sont connectés, bien sûr, soit avec le mobile ou bien avec la fibre optique, la DSL, etc. Donc cette connectivité s'améliore aussi. Donc toute cette infrastructure, c'est des investissements très importants de la part de l'État pour arriver justement à une couverture importante. Parce que quand on met une plateforme du service public, elle doit toucher toutes les localités du pays. Donc, c'est pas seulement les grands centres villes, mais c'est partout. Donc tout ça se fait progressivement en parallèle, et c'est ça justement qui donnerait des résultats, c'est-à-dire efficaces en matière de numérisation ou bien de la société numérique carrément, c'est-à-dire arriver à une société qui utilise massivement les outils numériques et arriver à parler de la e-gouvernance, c'est-à-dire la gouvernance numérique. Oui. Et c'est l'enjeu principal. Je pense que les pouvoirs publics, ils ont fait ce choix. Ça prendrait du temps parce qu'on a vu même la stratégie algérienne de la numérisation en 2025-2030. Donc il y a eu des étapes à réaliser dans les infrastructures, même la formation aussi, parce que il y a une éducation aussi à l'usage de ces outils numériques. Et puis aussi, il y a en parallèle l'économie numérique qui doit accompagner ces efforts. Parce qu'il ne suffit pas de mettre une plateforme. Après, il y a des services privés aussi. Il y a des entreprises, des start-up, etc., qui vont proposer
des services. Donc, il y a toute une économie numérique qui va accompagner ces efforts des pouvoirs publics en matière de digitalisation de l'administration, de digitalisation des différents services. Donc, voilà un peu la tendance, mais je pense qu'on commence quand même à réaliser des résultats, les premiers résultats. Ouais. On voit quand même, on utilise davantage maintenant un certain nombre déjà de services numériques. Par exemple, on peut imprimer plusieurs documents administratifs au niveau de l'application du ministère de l'Intérieur. Par exemple, donc, il y a aussi d'autres ministères. Il y a le ministère de l'Enseignement supérieur qui a mis en place une cinquantaine de plateformes. Donc, qu'on utilise aussi, que ce soit les étudiants, que ce soit les enseignants universitaires, etc. Donc, il y a plusieurs, quand même, initiatives de la part de plusieurs ministères. Maintenant, l'enjeu, c'est comment, justement, arriver à réduire un peu le nombre des applications et aller vers des applications, c'est-à-dire qui proposent des services multiples, comme le portail. Donc, oui, via cette plateforme. Justement. Via le portail. Alors, vous le disiez, Mohamed, et donc je vous pose la question à vous, Idil Sassi. Tout le monde n'est pas habitué ou à l'aise avec les outils numériques. Comment accompagner justement cette frange de la société dans cette transition? Comme je disais, donc, parce qu'il faut travailler avec ce qu'on a de réel. On est en Algérie, on a notre propre vécu. Donc il faut tabler sur ce qu'on appelle les prescripteurs, c'est-à-dire les intermédiaires outillés. Aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup de rendez-vous, d'inscription aux examens, etc. se font réellement dans les cybercafés. Oui. Bon, c'est des boutiques de services. Il faudrait peut-être envisager d'adopter ce genre de réseau existant qui est bien ancré partout. Il faut, en lui donnant, moyennant des commissions, je ne sais pas, donc, et puis surtout l'identifier, etc. Donc, et de les inviter à faciliter que pour les citoyens, pour des raisons de problèmes d'accessibilité technique, parce que le citoyen en question est isolé, ou bien pour des raisons parce que c'est des personnes âgées, par exemple, qui ne sont pas forcément habituées à faire ce genre d'opération. Donc, tabler sur les intermédiaires habilités, c'est-à-dire les prescripteurs, comme la carte Chifa l'a prouvé, ça serait très, très intéressant. Pourquoi? Parce que dans cette première phase, le portail, il va très certainement recevoir des flux d'informations de l'intérieur, mais il sera très certainement alimenté aussi de l'extérieur. Donc c'est une phase de démarrage, et ça serait bien certainement que de l'intérieur, il sera bien alimenté, même s'il y aurait peut-être des erreurs. Les manières de faire les recours doivent être précisées par voie réglementaire, entre parenthèses, parce que demain, si un code bloque, votre vie risque de bloquer aussi. bloquer. Ouais. Donc, il faut prévoir les moyens de recours pour que ça soit fluide et compréhensible. Parce que si demain, vous n'avez pas un téléphone ou appelé pour de l'assistance, pour ce genre de choses, et il n'y a plus de bureau à qui vous avez l'habitude de parler, vous vous sentez perdu. Ça peut être problématique. Donc, il ne faut pas que ce soit des ruptures radicales. Donc, il y a ce genre d'erreur qu'on va certainement traîner et corriger pendant le temps, mais aussi il y a l'alimentation de cette machine par le grand public. Donc, tabler sur ce genre soit que ce soit des bureaux publics au niveau des mairies, il va y avoir un bureau qui va exister encore, et qui va aider les citoyens à apprivoiser ce système, ou bien, comme je disais, les petites shops de services pour aider l'adhésion, etc., et puis que le système soit le plus propre possible, entre guillemets. Et dans tout ça, le calendrier de déploiement, le timing de comment les choses doivent se faire, il faut vraiment rester très vigilant sur ça. Vigilant, capacité humaine versus capacité technique. Capacité humaine, si vous envoyez 100 000 personnes sur une mairie pour leur demander un QR code dans les 24 heures, c'est pas gérable. Donc même les employés vont être débordés. Si en même temps vous demandez à des citoyens de vous envoyer des données
tel jour, telle heure, alors qu'ils sont 20 millions, là, vous risquez aussi votre infrastructure. Donc, le déploiement, j'imagine que l'autorité concernée réfléchit sur ça, parce que je suis en train de parler de choses qui sont en train de se passer maintenant, comme le QR code et les déclarations. Nous avons déjà l'expérience. Il y a eu quelques perturbations qui ont été corrigées pour certaines. Donc, en tout cas, globalement, il faut penser au calendrier de déploiement et à la communication, parce que informer aussi les citoyens que dorénavant, il faudrait ceci, cela, dans telle date et telle catégorie, etc. Donc il y a un vrai travail pour faire adhérer les citoyens à cette nouvelle opportunité pour le pays. On arrive justement à la question de la protection des données personnelles qui est au cœur des préoccupations des citoyens. Quelles sont les garanties qu'on peut leur donner pour les rassurer de ce côté-là ? Je pense qu'il y a eu même un décret en 2025 un peu fixant un peu c'est-à-dire les conditions et la méthode de sécurisation des données, parce qu'il y a tout un travail à faire et un engagement aussi de la part de tous les secteurs. Donc je pense, et dans le décret, ça parlait même de la méthode à suivre, comment classer les données. Et même les données sont classées par les données sensibles, par exemple, les données de l'ordre public, les données qui nécessitent un certain niveau de sécurisation, etc. Donc, et tous les organismes, tous les secteurs, toutes les entreprises aussi, ils doivent justement se conformer à cette méthode de sécurisation des données. Ensuite, et puis il y a un travail aussi de coordination avec les data centers, comment, c'est-à-dire héberger ces données, et comment on les sécuriser. Donc il y a en quelque sorte un guide aidant justement tous les organismes à protéger leurs données. Il y a aussi même le ministère de la Défense nationale qui a fait un travail dans ce sens pour suivre justement la méthode de sécurisation des données, parce que la question elle est très très délicate et ça concerne tous les pays du monde, y compris les pays qui sont fournisseurs et qui sont c'est-à-dire fabricants de technologies les plus avancées. Donc maintenant, c'est l'adhésion, justement, c'est cette adhésion autour d'une méthodologie de l'ensemble des acteurs numériques en Algérie et de l'ensemble des agents, que ce soit les agents publics ou les agents privés. Donc comment arriver à... Et puis il y a la loi, donc la loi elle protège les données, donc on fixe maintenant comment protéger les données personnelles par exemple, les données économiques, les données financières, etc. Donc ça, de point de vue juridique, je pense que l'État a mis le nécessaire. Maintenant, sur le terrain, on commence justement avec maintenant les data centers. On est en train de mettre en place des data centers et là, c'est des défis aussi, c'est des défis à rencontrer. Il y a eu, pardon Mohamed, une certification internationale obtenue déjà par le premier data center algérien. Donc c'est aussi un gage de garantie. Oui. Vous obtenez cette certification internationale. Oui, mais c'est-à-dire les défis sont toujours là, c'est-à-dire oui, qui sont au quotidien. Ils sont au quotidien, parce qu'on connaît un peu les questions de cyberattaques, etc. Donc, et surtout la protection de certaines infrastructures névralgiques, des entreprises aussi névralgiques, comme Sonatrach par exemple, les banques, maintenant même les hôpitaux. Donc tout ça, c'est pour cette raison que les formations en cybersécurité, d'ailleurs l'Algérie a mis en place carrément une école supérieure spécialisée en cybersécurité, mais aussi il y a d'autres formations transversales. Parce que réellement, la question de la protection des données, c'est pas c'est-à-dire disons de spécialistes seulement, non, y compris les usagers de ces données ou les fournisseurs de données. Nous sommes tous des fournisseurs de données. Chaque jour, on est en train peut-être de communiquer nos données sans le savoir peut-être. Donc il faut faire des formations. D'abord, les formations elles doivent se faire
au niveau de toutes les entreprises, mais au niveau de tous les ministères, par exemple, les directions de wilaya, etc., tous les organismes déconcentrés de l'État, donc parce que chaque cellule d'information ou bien de cellule informatique d'un organisme ou d'une entreprise est censée justement connaître les méthodes et les techniques de protection de données. Donc il faut une formation de masse, de masse surtout ces techniciens et les ingénieurs, etc. Après, vous savez bien sûr, il y a la technologie. Ouais. Et dans la technologie, c'est une question aussi sensible, c'est une question politique, de relations aussi. Quand on choisit un partenaire, donc là, ça relève d'un niveau de négociation très important. Tout à fait, parce qu'il y va de la souveraineté parfois du pays. C'est la souveraineté, effectivement. Ouais. Voilà. Très bien. Alors, pour passer à autre chose, une question, son impact sur l'économie, sur les investisseurs d'une manière générale, M. Idil Sassi? C'est un impact très important, ça veut dire qu'on va gagner des points en termes d'attractivité. Quand vous avez... parce qu'il faut savoir que la numérisation ou bien la mise en place d'un système d'information dans une organisation permet aussi la mise à jour de votre process. Ouais. Parce que nous, il y a des procédures administratives parce qu'on essaie de couvrir des risques, on essaie, etc. Mais le jour où on met en place une technologie, on va simplifier, mais on va en plus optimiser le processus. Ça veut dire qu'il y a une mise à niveau de toute la chaîne. Donc très certainement une meilleure attractivité, une meilleure visibilité, un gain de temps et surtout, un point très important, de transparence. Quand vous introduisez une demande en tant qu'investisseur, que les délais sont clairs et que le vis-à-vis n'est pas forcément... c'est un algorithme. Vous avez des assurances, même si, bien sûr, il y a des secteurs où l'être humain reste toujours impliqué. Mais en tout cas, c'est un gage de transparence et de gain de temps majeur pour l'économie. Très bien. Alors, le deuxième axe de notre émission, Mohamed Achir, c'est bien sûr le retrait de l'Algérie de la liste grise du GAFI. Avant tout, pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est quoi le GAFI et quel est son poids? Bon, le GAFI, c'était un groupe d'action c'est-à-dire financier international créé en 1989 par les pays riches. Disons, il y a le G7, mais aussi les pays de l'Union européenne. Donc, et ils sont là comme c'est-à-dire un organisme de standardisation des transactions financières et des pratiques financières, notamment internationales. Donc, il faut remonter un peu à la création d'abord du système financier international après la Deuxième Guerre mondiale. Donc on sait très bien que c'est un peu le système financier occidental qui a dominé la finance internationale jusqu'à présent. Donc le système financier et bancaire international fonctionne selon les normes produites par l'Occident. Et quand on parle de l'Occident, donc c'est le G7 et l'Union européenne. Essentiellement, c'est ça. Donc voilà, ils ont produit des normes depuis 1989 et ces normes sont devenues après, d'abord c'est un organisme intergouvernemental, donc il y a eu l'adhésion de tous les pays, sauf 3. Donc, et tous ces pays maintenant, ils sont évalués, ils ont accepté qu'ils soient évalués par les standards et les normes de GAFI, dont l'Algérie. Donc après, donc, il y a 40 normes qui sont, 40 recommandations qui sont toujours c'est-à-dire recommander aux pays pour se conformer à ces normes et à ces standards. Donc, ils font des missions d'évaluation, mais qui sont acceptées par les gouvernements. Donc, progressivement, ils s'adaptent aux normes et aux règles fixées par GAFI, qui visent principalement donc la transparence dans les transactions, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc voilà un peu globalement, rapidement, le rôle de GAFI. Très bien. Idil Sassi, pourquoi cette décision du retrait de l'Algérie de la liste grise est-elle importante? Elle est importante parce que ça permet au pays de revenir à un mode normal en termes d'évaluation du risque Algérie.
Parce que quand vous êtes dans une classification à risque ou bien complètement risquée, Oui. vous allez avoir des conséquences pour les échanges au niveau international. Vous risquez l'isolement. Oui. Donc, Les partenaires économiques Bien sont sûr. très sensibles à ce genre de... aujourd'hui, si vous êtes à Alger et que vous allez envoyer un virement sur un pays qui est blacklisté, par exemple, vos comptes seront bloqués. Donc, vos partenaires à l'étranger, si vous êtes aujourd'hui en gris, par exemple, ils vont avoir un peu plus de difficultés à traiter avec vous. Oui. Je parle des correspondants bancaires, etc. Et puis, dans les transactions en général, il y a ce qu'on appelle les assurances qui vont, dès que le risque augmente, donc eux, ils augmentent la prime, c'est normal. Et vous allez avoir aussi un phénomène, c'est que les investisseurs vont être plus conservateurs. Parce que pour convaincre les gens d'investir, de mettre leur argent dans une région, un pays ou un secteur, parce que ça peut être aussi certains secteurs qui sont sensibles, donc les investisseurs vont se poser plus de questions, faire appel à plus d'avocats, etc. Donc ça, c'est ça la conséquence. C'est ça. Nous revenons à la normale, Hein? d'accord, mais avec un plus. Le plus, c'est quoi? C'est qu'avant 2024, nous étions considérés dans la normale, mais réellement, nous ignorions au fait nos insuffisances. Oui. Maintenant, nous sommes certifiés à l'international que nous sommes quand même revenus à la normale. Ça veut dire que sur le plan de l'encadrement, nous sommes à jour. D'accord. Mais ça représente en tout cas un point de départ. C'est aussi, M. Idrissassi, une reconnaissance des réformes engagées en Algérie? Bien sûr. Bien sûr, ça veut dire nous sommes sortis parce que il y a eu un effort très rapide et une grande coordination qui a permis tout cela. Donc la loi, elle s'est faite rapidement, les instructions de la Banque centrale, et puis même la manière de considérer les risques. Ça a été noté d'ailleurs dans le rapport du GAFI, c'est un point aussi, ça veut dire nous avons admis qu'est-ce qu'il faut faire et nous l'avons écrit. Maintenant, il faut le faire. Voilà. Et le point important de ce genre d'évaluation, que ce soit le GAFI ou bien un auditeur qui viendrait demain vous contrôler, il y a un point essentiel qu'on relève, c'est la prise de conscience du décideur. Oui. Et ça, c'est un point important. Donc, sur le plan politique, nous avons vu qu'il y a eu une prise de conscience rapide, majeure, rigoureuse, qui a permis, et tout cela a pesé dans la balance pour dire que, attention, l'Algérie, maintenant, elle a mis en place les lois. Maintenant, nous reviendrons à assister l'Algérie pour la partie mise en place technique qui va s'étaler sur quelques années. Très bien. Alors, puisque nous parlions de numérisation tout à l'heure, est-ce qu'il existe un lien direct justement entre la numérisation de l'administration et cette sortie de la liste grise du GAFI? La numérisation participe à ces réformes? Effectivement, c'est une remarque très pertinente parce que dans les recommandations, il y a la coordination des services. Et la centralisation de registres de contrôle et de traçabilité. Traçabilité. Oui. Donc ça vient de la numérisation. Effectivement, vous avez touché à l'une des recommandations essentielles qui ont été justement données à l'Algérie, et d'où justement l'interopérabilité entre, par exemple, il parle d'un registre central de contrôle, hein, dans ce qu'on appelle DTS, donc c'est les déclarations de transactions. Les suspectes, donc pour lutter contre les déclarations de transactions suspectes, il recommande justement de mettre en place des registres centralisés des différentes transactions financières, c'est-à-dire quand on parle de transactions financières et de lutte contre le blanchiment, lutte contre la sous-déclaration par exemple. Donc là, il faut justement coordonner des actions entre, par exemple, la Banque d'Algérie, qui a fait des efforts énormes justement pour faire sortir l'Algérie de cette liste grise, l'administration des impôts, l'administration des domaines, par exemple le ministère des Finances, et vous avez aussi le contrôle qui se fait par les professionnels de la comptabilité, par exemple, les commissaires aux comptes, les notaires, etc., par rapport aux transactions immobilières, etc. Donc quand on met en place justement des plateformes de contrôle interopérables
quand on coordonne, par exemple, le registre de l'administration fiscale avec celui des domaines, avec celui des banques par rapport aux transactions financières. Donc, tout ça, justement, participe à la transparence. Parce que ça donne une meilleure visibilité d'abord et ça fait contraster en quelque sorte la nature des transactions. Donc, tu peux en quelque sorte détecter rapidement des anomalies ou bien des suspects en matière de transactions financières. Donc, justement, parmi ces recommandations, on trouve justement cet effort. D'abord, il y a eu la loi 2501, il y a eu aussi la loi 2301, c'est ça, hein, c'est sur le blanchiment d'argent, etc. Et c'est la 2309 par rapport à la loi monétaire et bancaire. Et ensuite, il y a des lois, récemment d'ailleurs, le 25 mai, si je ne me trompe pas, le 25 mai dernier, il y a eu une circulaire du ministère des Finances publiée par rapport justement à l'obligation d'implication de plusieurs professionnels de la comptabilité, des commissaires aux comptes, etc., et des experts comptables, mais aussi des notaires, dans la vérification et dans les déclarations, c'est-à-dire pas des déclarations, mais l'information de la tutelle. Et ce décret, justement, il a joué un rôle très important du 25 mai dernier, parce qu'il a relié, il a obligé même tous ces professionnels, commissaires aux comptes, comptables et notaires, etc., de travailler directement avec la cellule de renseignement financier. D'accord. C'est pour justement signaler un peu des anomalies ou bien des sous-déclarations, ou bien, c'est-à-dire de signaler tout ce qui n'est pas conforme avec la transparence et la loi. Donc ça part de la coordination. Justement, il se fait actuellement et ça va aider notre économie surtout, justement, à réduire l'informalité de l'économie, à réduire cette circulation du cash aussi, qui est très importante dans notre économie. Et ça fait partie aussi, c'est pour cette raison, comme disait tout à l'heure mon ami Idir, c'est aussi par rapport au travail à faire sur le terrain après. Donc il y a tout un travail aussi à faire sur le terrain pour réduire ce poids des transactions fiduciaires, de cash, etc. Et réduire aussi la non-utilisation de la facture ou bien de la facturation dans les transactions commerciales, parce que ça fait partie des recommandations. Oui, très bien. Alors, pour presque terminer avec ce deuxième axe, M. Idir Sassi, est-ce qu'on peut s'attendre à un impact de cette décision, un impact dans le court terme sur l'économie algérienne et sur cette fluidité des échanges avec nos partenaires étrangers? Ils sont regardants, on le sait, c'est un impact dans le court terme ou ça va prendre un peu de temps pour que ça s'installe? L'impact direct, il est technique, c'est-à-dire que vous allez avoir les transactions internationales plus fluides. Vous allez avoir plus de zones qui peut-être ne pouvaient plus travailler directement avec l'Algérie. Elles faisaient appel à des intermédiaires, revenir à travailler directement avec notre secteur financier et bancaire. Donc c'était un gain de temps et de confiance, etc. Donc ça c'est l'impact de suite. L'impact sur le moyen et long terme, c'est la mise à niveau de tout le système financier et bancaire algérien, et ça c'est très important, parce que remise à niveau, c'est d'abord, je pense que ça va permettre une meilleure bancarisation, parce que le gouverneur de la Banque d'Algérie a rappelé que avec ces normes, le banquier ne doit pas inviter le client à fermer son compte et partir. Parce que là, c'est les solutions de facilité. Vous êtes un client à risque, je ne veux pas vous avoir dans mes statistiques. C'est pas ça. Il faut inviter le client à faire des corrections, etc. Donc, l'objectif bancarisation, qui fait partie justement des lacunes, puisque nous avions un problème de bancarisation en Algérie, il faut qu'on continue à bancariser les gens. Justement, le numérique, c'est la passerelle directe. La numérisation, les solutions techniques numériques, comme les PSP qui sont prévues par la loi, c'est tout cela qui permet une bancarisation.
Et pourquoi pas? Parce que le banquier maintenant va peut-être se retrouver à faire un travail bureaucratique plus important. Je rappelle que si on fait travailler les PSP, nous pouvons délocaliser ce travail de conformité, de filtrage dans une boucle de deuxième niveau, parce que le PSP qui travaille avec le grand public permet déjà de filtrer, de mettre à niveau tous vos clients à l'extérieur. Donc le cœur de la banque, ça sera les entreprises qui sont déjà connues, etc. Le point sur le bénéficiaire effectif, c'est très important. Les prête-noms, le bénéficiaire effectif, c'est un vrai sujet. Donc c'est quelque chose sur lequel nous devons travailler en Algérie. Il y a un seul point, un dernier, que je voudrais inviter les banquiers, l'administration, à ce que lorsque nous ramenons, nous mettons en conformité avec une norme, et il faut vraiment travailler dans l'esprit de la norme. Ne pas en faire plus que demander. C'est quoi? Le banquier, le délit d'évasion fiscale, c'est un délit, ce n'est pas un crime. D'accord. Ce n'est pas la CTRF. Il faut faire attention. Ça veut dire si on confond demain les pinceaux et que la CTRF va devenir notre boîte aux lettres quotidienne, on va la saturer avec une évaluation des risques, une sorte de psychose. Il faut lutter, il faut trouver des moyens pour que les impôts soient payés, que les gens respectent, etc. Mais si on montre au grand public que la banque est dorénavant une annexe de la recette fiscale à côté, nous allons provoquer l'effet inverse. Les gens vont continuer à fuir la banque. Donc ce phénomène-là existe partout dans le monde. Il y a des solutions spécifiques pour lutter contre l'évasion fiscale. Le blanchiment qui est d'origine criminelle, ou bien le financement du terrorisme, ça c'est la CTRF, c'est des outils adaptés. Donc tout ça en tout cas, formation, pédagogie, pour que même l'assujetti ne soit pas paniqué et avoir peur de son banquier. Donc il faut de la pédagogie, donner du temps aussi pour que ce genre de réforme réussisse. Très bien. Alors on va passer au troisième axe, celui du Conseil scientifique de la diaspora. On va, si vous permettez, messieurs, écouter un avis justement sur cette question. Il s'agit de Nazim Sini, il est enseignant en économie à l'Université de Marseille. On l'a contacté plus tôt dans la journée. On écoute ce qu'il dit à propos de ce conseil. Bonjour et merci pour votre invitation pour participer à ce débat. Effectivement, l'annonce qui a été faite par le président de la République de la création d'un haut conseil scientifique pour la recherche, le développement, mais aussi l'innovation, a été accueillie avec un très grand enthousiasme du côté de notre communauté nationale établie à l'étranger. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'abord d'identifier les compétences qui sont basées à l'étranger, mais également de synchroniser et de coordonner l'ensemble des actions qui peuvent être menées pour participer à l'effort national de la construction d'un projet de développement économique qui soit basé, dont le moteur, j'allais dire, va être basé sur la connaissance et la production de la connaissance. Vous savez, moi qui fréquente des chercheurs qui rencontrent énormément de membres de notre communauté nationale basée surtout en Europe, qui travaillent dans des laboratoires, qui travaillent dans les plus grandes compagnies étrangères, notamment européennes, ont à cœur justement de participer, de contribuer à un processus justement permettant l'essor de notre pays dans le domaine scientifique, dans le domaine technologique, mais plus globalement de l'innovation. Et donc c'est très important de mettre en place un cadre ou du moins un espace d'échange où l'on peut mobiliser justement ces compétences, mais aussi permettre à ce que ce génie algérien puisse s'exprimer autour de projets concrets, mais également permettre à cette communauté justement de ne plus se sentir isolée et d'être encadrée autour d'un haut comité scientifique dans lequel elle va pouvoir s'exprimer librement, exprimer son talent, mais aussi participer à des projets concrets. Bonjour et merci pour votre... Voilà, participer à des projets concrets. Alors, ce haut conseil de la communauté scientifique à l'étranger, on l'a toujours souhaité, hein, Mohamed Achel, on en a parlé plusieurs fois, et aujourd'hui, il voit le jour. Un avis sur ça? Tout à fait. Hein. On a même fait des recommandations pour ça. À plusieurs occasions, parce que cela rentre de ce qui a été fait par des piliers qui ont su bénéficier de leur diaspora, de leur élite établie à l'étranger. Je parle par exemple des pays asiatiques
la Corée du Sud, la Chine et d'autres. Donc ils ont adopté ce qu'on appelle le raccourcissement stratégique. C'est quoi le raccourcissement stratégique? On sait très bien que les pays industrialisés, les pays occidentaux, ont réalisé quand même des avancées considérables en matière de recherche, en matière recherche et développement, en matière technologique, des innovations, etc. Donc, ils ont justement envoyé des étudiants, par exemple, des ingénieurs, etc., pour justement s'inspirer de leur expérience, se former d'abord, et ensuite donc se servir de cette technologie, de ces recherches, etc. Donc pourquoi c'est un raccourcissement stratégique? Parce que quand on a des grands chercheurs par exemple les semi-conducteurs, dans la médecine, dans la chimie, dans l'électronique, etc., dans plusieurs domaines, même les sciences sociales aussi, il ne faut pas les négliger. Donc quand on a, c'est-à-dire ce capital de connaissances qui est déjà prêt, donc pourquoi ne pas en bénéficier, et le faire participer dans l'effort de développement national? Cette élite a toujours manifesté justement ce désir de vouloir aider son pays. Oui. Et là, justement, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Donc c'est une excellente initiative, la création de ce haut conseil. Justement, qui va servir de plateforme d'échange avec l'élite algérienne, avec les universités algériennes, avec les entreprises algériennes, avec les ministères aussi. On a besoin aussi même en matière de gouvernance. Donc voilà, je pense que c'est une excellente chose qu'il faut concrétiser. D'ailleurs maintenant, on parlait tout à l'heure des plateformes, donc on peut faire le lien directement avec le premier sujet. Donc grâce aux plateformes aujourd'hui, on peut facilement bénéficier des services de nos élites à l'étranger. Donc que ce soit même la télémédecine, par exemple, si je prends la télémédecine à travers des plateformes, et peuvent former, il y a des opérations médicales qui s'organisent à distance. Donc il y a des grands médecins algériens qui sont à l'étranger, le téléenseignement, et enseignement, c'est-à-dire l'enseignement à distance. Donc tout ça peut bénéficier les laboratoires algériens, etc. Voilà un peu je pense que c'est vraiment une excellente décision. Très bien. C'est presque pas une surprise, M. Idriss Chassi, puisqu'on a vu pas mal justement de membres de cette élite scientifique à l'étranger qui venaient en Algérie et qui étaient reçus par les hauts responsables du pays. Donc ça se dessinait déjà. Comment mobiliser ce potentiel au service du pays? C'est une très très bonne initiative. Donc c'est une porte d'entrée identifiée. Parce que quand il n'y a pas de soit il n'y a pas de vis-à-vis, soit on ne sait pas à qui on parle, soit bref, donc qu'il y ait ce conseil, donc on sait où il faut parler, quoi. Donc c'est déjà bien pour tout le monde, pour les deux parties. C'est une bonne chose. Moi, l'avis que j'ai depuis quelques années, en tout cas, concernant l'élite algérienne de la diaspora, parce qu'on en a beaucoup, il faut peut-être un travail d'identification de ce que pourrait apporter dans tel domaine, etc. Même les encadrements de chercheurs ou autre chose. Ils peuvent nous aider aussi ailleurs, si on a des besoins, ils peuvent faire quelque chose. Mais si on arrive à faire un inventaire de cette force qu'on a, nous pourrions aussi, via l'agence algérienne, par exemple, de promotion de l'investissement à l'extérieur, j'ai oublié son nom, donc cette agence qui a qui a un capital, etc. Nous pourrions aussi déployer cette capacité vers l'extérieur, vers l'Afrique par exemple. Demain, si on va signer avec un pays africain pour tel sujet, nous pourrons leur dire aussi, nous avons dans nos plans des experts de l'hydraulique, de telle chose qu'on peut déployer aussi. Et on déploie en monétisant. C'est pas forcément... nous louons des experts très chers, nos frères africains font la même chose, et souvent c'est l'Occident, etc. Si on a une équipe disponible, et on en a beaucoup,
c'est du soft power. Ça veut dire on peut déployer aussi de l'assistance vers l'extérieur. Ils vont nous ramener donc des échanges consolidés. Et puis même pour nous, on peut bénéficier de leur expérience. Et j'insiste sur le fait de monétiser. Hein. Donc, et parce que c'est bien que les gens vont faire un effort, prendre un billet d'avion de très loin et venir le faire une fois, deux fois, mais après, on le fait avec des étrangers, pourquoi pas avec des Algériens. Il faut créer un cadre pour prendre en charge, leur faciliter le déplacement ici ou ailleurs. Ce sont des questions qui seront certainement discutées dans le cadre justement de ce conseil de la communauté scientifique établi à l'étranger. Quels sont les domaines de compétences recherchés aujourd'hui, les plus recherchés aujourd'hui, Mohamed Achir? Oui, maintenant, c'est par exemple l'intelligence artificielle. Oui. On a besoin, hein, tous les pays du monde sont en train de mettre en place des stratégies à long terme pour maîtriser et pour ne pas, c'est-à-dire être devancé par la vitesse de développement de l'intelligence artificielle. Et qui dit l'intelligence artificielle, donc aussi toutes les technologies des TIC, technologies d'information et de communication, les semi-conducteurs, mais aussi, surtout, il faut mobiliser même les chercheurs, nos élites, pour, c'est-à-dire les grands projets actuellement que l'Algérie a lancé, notamment dans la sidérurgie, le phosphate, etc. Donc il y a parce qu'il y a des recherches, quand même, la recherche et le développement, on la retrouve, qu'on le veuille ou non, dans des laboratoires, quand même, des grandes universités. Et on a des grands chercheurs donc, qui peuvent rendre nos projets davantage compétitifs, hein, plus compétitifs, c'est-à-dire apporter leurs brevets. On a des milliers de chercheurs algériens qui ont des brevets dans plusieurs universités, les plus prestigieuses au monde. Donc tous ces brevets-là, toutes ces recherches, donc ils peuvent justement faire bénéficier l'économie algérienne dans plusieurs secteurs, l'agriculture, les mines, l'industrie, la sidérurgie, hein, parce que c'est des domaines, la métallurgie, c'est des domaines quand même très importants. Donc voilà, en plus bien sûr numérique, la santé, etc. Bien entendu, on a besoin toujours d'un capital technique au lieu justement de payer un capital, d'importer un capital technique ou bien des services. Donc commençons par nos élites. Et nos élites, ils sont là et maintenant, bien sûr, il y a le facteur rémunération, je ne sais pas rapidement, donc non, il faut quand même revoir un peu la rémunération des prestations de nos enseignants, par exemple, qui sont à l'étranger. Ah oui, mais bien sûr, c'est pas avec des miettes qu'on va les rémunérer quand ils organisent des séminaires, par exemple, en Algérie. Donc, il faut revoir un peu ces honoraires, hein, c'est pour pouvoir attirer nos élites aussi. Hein. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là ce soir pour nous éclairer sur ces trois axes. Je rappelle que nous avions avec nous M. Idir Sassi, expert en finance et numérique, et puis notre consultant Mohamed Achir. Merci à nos amis techniciens du Studio 2 et surtout merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Salam.